Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire de rentrée. Aujourd'hui, on va parler de comment on va déployer des projets à impact avec le management de transition. C'est un sujet du moment. Alors après cette pause estivale, on est content de vous retrouver. Vous êtes plus de 200 inscrits et c'est un sujet qui est on ne peut plus préoccupant, hein, que vous incarniez ces projets dans vos valeurs ou simplement pour votre marque employeur ou en tant que manager, hein. Vous êtes bien sûr de nombreux managers de transition qui peuvent être concernés par ces projets. On va le voir dans les chiffres tout à l'heure qui vont vous être présentés par David. Donc c'est un sujet d'actualité. On a tenu à vous le partager avec une spécialiste qu'on va présenter tout à l'heure, Stéphanie Julet. Donc le temps de laisser les gens venir, hein, vous êtes déjà 82 connectés, hein, bonjour, hein, je vois que dans le chat vous êtes déjà en train de dire bonjour, bon, bonjour à tous. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà des petits rappels de l'usage de la plateforme sur laquelle vous êtes. Donc vous pouvez effectivement utiliser le chat tout en bas à droite pour laisser des messages, voilà, d'échange. Si vous avez des questions à tout moment, vous pouvez utiliser l'onglet questions qui est juste à gauche, ce qui nous permettra nous donc de vraiment bien trier vos questions, hein. Donc vraiment faites attention de mettre les questions dans l'onglet questions et pas de chat, ça permettra d'être sûr qu'on les voit et de pouvoir les traiter en général à la fin de l'intervention. Et puis voilà, on vous fera aussi des petits sondages participatifs pour que ce soit dynamique. N'hésitez pas non plus bien sûr à partager vos témoignages, notamment à la fin. Peut-être que parmi vous, vous avez aussi été amené à déployer des projets à impact ou du moins est amené à le faire. Donc bien sûr, n'hésitez pas à utiliser ces fonctionnalités pour que ce soit d'autant plus interactif. Alors pour commencer, rapidement, je vais me présenter, hein, pour ma part. Donc Xavier Noël Kuhlmann, moi je suis plus en charge de la partie marketing et digital de Proevolution et je serai aujourd'hui à l'animation et à la régie. Et donc, je vais laisser David. Alors, en l'absence de Marc, hein, notre CEO qui d'habitude fait l'ouverture du bal avec la présentation, mais qui malheureusement n'est pas disponible ce matin et qui vous salue d'ailleurs, ce sera David dans cette introduction qui va présenter pour ceux qui ne connaissent pas encore Proevolution. David, je te laisse la parole et te présenter. Oui, merci Xavier Noël et effectivement bonjour à toutes et tous. Merci d'être connectés avec nous de bon matin pour ce webinaire. Alors pour vous présenter rapidement ProEvolution, mais que vous connaissez déjà tous puisque finalement vous êtes inscrits sur la plateforme pour la plupart et donc ça a été un acte volontaire à un moment donné. ProEvolution, c'est un cabinet de services en ressources humaines alsacien en fait, hein, qui a démarré son histoire il y a 36 ans en fait du côté de Mulhouse, qui s'est lancé sur de l'exec search, clairement transfrontalier, donc avec une spécialité franco-germanophone qui est complètement assumée sur la plupart des activités depuis ses origines. C'est 25 collaborateurs, c'est un chiffre d'affaires voisin de 5 millions d'euros l'année dernière. Ce sont 4 services complémentaires, on va dire, qui partent du recrutement, donc le petit visuel que vous avez à l'écran, plutôt sur des métiers très spécialisés et vraiment du cadre dirigeant. De la transition de carrière et conseil, donc une activité d'accompagnement des salariés dans le cadre de PSE ou d'accompagnement de transition, de bilan de carrière, de formation, de coaching, donc avec là aussi une équipe très senior, tous coachs certifiés, une psychologue du travail, enfin vraiment une équipe dédiée à ces activités, qui est assez connue et appréciée sur la région pour ce qu'elle fait dans l'accompagnement notamment de gros acteurs comme Veleda ou plus récemment voilà, je mentionnerai pas, on est en cours. Le management de transition, donc, qui est un sujet que j'anime depuis le départ d'Olivier Gros, que je salue, qui est avec nous ce matin, et un gros clin d'œil pour lui et plein de choses. Management de transition, donc, qui est une activité que la plupart d'entre vous connaissez aussi, hein, qui sert à fournir aux entreprises qui en ont besoin des top managers en fait dans un délai très court pour atteindre une performance ou voilà, en tout cas, accompagner une transition importante, que ce soit en décroissance ou en hypercroissance, ou en management relais d'ailleurs. Et enfin, donc, ConnexUp, animé par Xavier Noël, ici présent, qui est notre filiale en charge de tout ce qui est formation et accompagnement au digital, notamment dans les métiers des ressources humaines. Voilà un petit peu ce que je peux dire du cabinet, Xavier Noël. Je vais introduire peut-être. Ah oui, pardon, les quelques chiffres, j'ai commencé Mhm. à les dévoiler en fait. Alors c'est plus de 20 collaborateurs aujourd'hui, hein, je mentionnais tout à l'heure. Des labels, puisque nous faisons en sorte de veiller à être dans une démarche d'excellence, et donc des labels, on va dire, aussi bien liés à l'appréciation de nos performances par les candidats que de nos clients, une certification Calliope. Je n'en dirai pas beaucoup plus en fait par rapport à ce qui est présenté.
une démarche RSE, et là je laisse Xavier Noël vous la présenter davantage. Il est très impliqué dans cette Voilà, thématique. effectivement. Donc, on va parler de projet impact. Donc, ça nous paraissait important d'insister un petit peu sur ce qui se passe en matière de RSE. Déjà du côté de Proévolution, hein, on dit souvent le cornet est peu mal chaussé. Chez nous, on essaie de bien chausser quand même. Donc, plusieurs actions concrètes. Déjà par notre participation active dans le réseau, les entreprises s'engagent, hein, anciennement le Aura une chance, voilà, que ce soit effectivement de l'accompagnement de jeunes par des stages de troisième, par de l'apprentissage, de l'alternance. C'est aussi des moments d'échange, hein, pas plus tard que mardi dernier, on était au CAM 0 sur l'impact de l'IA et de la cybersécurité dans nos métiers. Et derrière, dans le monde de l'emploi, hein, on était justement chez 42 qui incarne aussi ce type d'insertion, hein, puisqu'ils sont vraiment ouverts à tout le monde. Je reviens sur les sportifs dans la slide juste après, hein, c'est vraiment quelque chose qui nous parle beaucoup. On investit notamment Marc, hein, dans le coaching d'entrepreneuriat féminin pour accompagner des femmes à entreprendre. Et si on parle de patrimoine, l'un de nos collaborateurs est très actif dans la préservation du château de Trotte, et donc Proévolution participe aussi financièrement à la sauvegarde de ce patrimoine, et également organise des séminaires d'entreprise dans ce lieu, donc ce qui donne un lieu atypique, qui est parfois un bon moment justement pour se ressourcer, pour partager avec les équipes. Et donc le focus dont je vous parlais, qui nous a valu il y a quelques années le trophée RSE Grand Est dans la catégorie impact social, c'est qu'on travaille avec l'association Élan Sportif. Donc c'est une association qui va intégrer des jeunes, on va dire écartés du circuit de l'emploi, voire même du circuit tout court. Ça peut être aussi des migrants, hein, qui sont arrivés, donc des gens qui sont pas du tout insérés ni socialement ni professionnellement, et vont leur proposer de faire du sport, de la boxe, du foot, différents sports, ce qui va permettre de créer un lien tout simplement, de les sociabiliser, re-sociabiliser pour certains, et derrière, en collaboration avec Proévolution, de placer ces jeunes dans des entreprises, par exemple, voilà, pas forcément les citer, mais des entreprises de peinture, des travaux manuels, des choses comme ça. Et donc voilà, c'est une action qu'on a fait depuis des années et qui, pour nous, fait sens, vraiment. Et comme on parle de projet impact, on s'est laissé ces 2 minutes pour vous le présenter. Je laisse David finir la présentation de Proévolution et puis on va parler chiffres avant d'attaquer le vif du sujet. Merci Xavier Noël. Donc effectivement, la présence de Proévolution, donc les origines sont clairement sur la frontière franco-allemande. Plus récemment, d'ailleurs, je vais commencer par la fin, l'ouverture d'un bureau sur Karlsruhe pour assumer complètement en fait la volonté d'ancrer le développement, notamment du management de transition sur l'Allemagne, sur le Bade-Wurtemberg et la Bavière en priorité. Une présence à Paris, sur l'ouest de la France, sur le couloir rhodanien et un partenariat, on va dire, ancré depuis longtemps à Toulouse. Euh, voilà, une équipe internationale dont j'ai le plaisir de faire partie en fait, puisque le développement va se faire alors par les managers, mais pas que. Hein. Sur l'écran, vous avez effectivement sur la partie anglophone, donc Michel, dont parlait Xavier Noël à l'instant, qui est la personne impliquée sur le projet du château d'Autrotte. Manon, ma plus proche collaboratrice aujourd'hui, Xavier Noël moi-même, Marc, notre leader charismatique qui est excusé pour ce matin, mais qui est avec nous, qui est un citoyen du monde comme il se plaît à le dire, Anke, Wipke, Tom, qui nous regarde aussi, je crois, et Bérénice, donc qui développe sur la zone hispanophone. Voilà. Merci David. Alors, je vais rapidement te rendre la parole. On va rentrer dans le vif du sujet après cette présentation. Il y a une première question. Alors, je vais la laisser à Stéphanie, qui est définir ce qu'est un projet à impact. Donc voilà, vous inquiétez pas, Stéphanie vous répond juste après cette présentation, parce qu'on voulait aussi vous tenir au courant de l'évolution du marché, hein. Donc, David, tu l'as dit, hein, tu reprends le service après les 3 années de bon le service d'Olivier, que je salue également, hein, qui est ici présent. Et donc, quels sont ces derniers chiffres, hein, une étude de Xerfi qu'on vous partage, et pourquoi on vous la partage? Donc non seulement pour vous tenir au courant de l'actualité des chiffres, mais aussi parce que vous allez voir, il y a un gros clin d'œil au projet Impact qui explique le sujet de ce jour. Voilà, David, je te laisse commenter ces chiffres. Oui, je te remercie. Bien, effectivement, une évolution qui reste dans un marché en forte croissance, puisqu'on est passé de 750 millions d'euros sur la précédente étude, 700-750 à plus de 800 millions. Donc, une croissance qui se ralentit un petit peu, mais qui se maintient malgré tout, avec l'industrie qui reste le premier consommateur. Et ça tombe bien, puisque dans la présentation du cabinet que j'ai presque réalisé complètement, en fait, on a un ADN très industriel depuis les origines lié à notre situation géographique, mais aussi en fait aux premiers clients historiques qui ont permis notre croissance ces 30 dernières années.
La prédominance du management relais, donc le management relais, ce sont des missions plutôt courtes, 3 à 6 mois, on va dire, soit sur une vacance de poste brutale, soit sur un recrutement long, donc entre le manager partant et le nouvel arrivant. Et la durée moyenne des missions qui est à 8 mois, bah, c'est un barycentre sur lequel le cabinet était depuis au moins 2 ans. Donc nous sommes dans la moyenne nationale, on va dire, et ça se maintient, on est sur 8-9 mois, on va dire, depuis quelques temps. L'évolution, donc, bon, on voit un petit peu, alors je dis qu'elle se ralentissait. Alors c'est la fenêtre entre 2019 et 2023. Effectivement, ce sont les pas des études Xerfi, on va dire. Et cette croissance, on la voit aussi par, alors je le mentionnerai un petit peu plus tard, mais par une augmentation aussi de la concurrence, hein, mais aussi de la taille des acteurs, puisqu'on a pas mal de concentration du marché qui se met en place aussi. Donc les gros rachètent les petits cabinets, c'est la marche normale, on va dire, de la plupart des industries. Je vous laisse, je commente pas plus les chiffres que ça, vous les avez vus. L'augmentation de la proportion du marché intermédiaire, donc avec des acteurs tels que nous, hein, les EMT, les entreprises de management de transition. Donc, pourquoi? Simplement parce que ces EMT, comme nous, en fait, investissons dans la prospection, l'ouverture du marché, l'évangélisation. Olivier a fait un gros boulot, effectivement, sur les 3 années qu'il a passé à développer l'activité. Donc, l'évangélisation, puisque beaucoup d'acteurs, que ce soit les clients, mais aussi parfois les candidats, ne connaissent pas trop ce métier de manager de transition, ne savent pas comment ça se pratique. J'ai encore des entretiens toutes les semaines avec des prospects, on va dire, qui ont entendu parler mais qui ne savent pas trop. Donc c'est une logique. En fait, les EMT contribuent au développement de l'activité et quand on a évangélisé, souvent ça retombe chez nous et c'est un petit peu l'enjeu de cette démarche. Les types de missions, donc là aussi, on a un camembert qui va nous en parler. Donc le management relais, on en parlait, la grosse proportion, la conduite de projet, les projets de changement, de transfo, de digitalisation évidemment, mais aussi les projets de mise en place de RSE, donc les projets à impact, vont se retrouver souvent là-dedans. Conduite du changement, alors c'est intéressant de voir qu'il y a une rubrique spécifique à la conduite du changement, puisque parfois ça se fait dans le cadre de projets, ça devrait se faire j'allais dire, en complément ou en bénéfice induit de la plupart des projets de management pilotés par des externes. Mais voilà, donc il y a une proportion importante de conduite du changement. Et ensuite, tout ce qui est lié crise, retournement, redressement, qui apparaissent, qui me semblent faibles, mais c'est mon ressenti. Et là, c'est plutôt euh, bon, je prends le chiffre tel qu'il est, je le commenterai pas davantage. Alors, les missions à impact. Alors ça, c'est vraiment très intéressant et c'est un petit peu le sujet la slide qui a introduit le webinaire de ce jour. Puisque finalement, dans ces conclusions ou ces suggestions, Xerfi en fait et France Transition qui a commandé cette étude met en lumière le fait que les projets et les missions à impact en fait sont assez peu représentés, hein. Vous voyez vous-même les proportions, on va dire, et là on est sur l'impact natif ou l'impact pas à pas. Donc la différence entre ces deux colonnes, c'est est-ce que c'était conçu dès le départ ou est-ce que c'est venu en marchant, selon les déclarations bien sûr des répondants. Et on voit que bon, alors les proportions sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire il y en a pas beaucoup. En fait, la partie basse c'est les proportions. Donc en bleu marine, c'est ceux qui disent il y en a peu. En bleu, j'ai dire un peu plus vert, il y en a un peu plus. Et enfin voilà, les répondants sont un peu plus nombreux à mesure qu'on monte. Donc on voit qu'en haut, la grande masse dit il y en a peu, très peu. Et finalement, le conseil de France Transition, c'est de dire il y en a peu, ça correspond malgré tout à une attente forte des entreprises, des candidats, de la société. Investissez dans votre capacité à déployer en fait des missions à impact et donc sur les managers, la formation des managers ou le recrutement des managers, tels que vous tous en fait, qui vont être spécialisés ou se spécialiser en fait dans le pilotage de missions à impact. Voilà, ça complète ce que je disais, le poids des managers de transition à impact en 2023. Vous voyez que finalement la proportion, on va dire, ou la grande masse de 1 à 10%. Donc en fait, et c'est de l'autodéclaration, c'est-à-dire tous les gens qui ont participé à l'enquête, en fait, c'est eux-mêmes qui constituent le pool qui représente ces statistiques, hein, ces pourcentages. Donc finalement peu, hein, 1 à 10% en fait des répondants en fait se disent impliqués dans 40% de missions ou avoir 40% de missions impact. Donc c'est assez peu.
Et on ne sait pas encore si c'est en progression d'ailleurs, il n'y a pas de recul sur le sujet. En tout cas, c'est une incitation vive et on peut le comprendre. Les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter. L'énergie est un sujet croissant et quelque part, alors c'est Stéphanie qui va nous rappeler la définition des missions impact, mais quelque part, on peut penser en tant que manager de transition qu'on est toujours sur une mission impact puisqu'on transforme, on a un impact sur l'entreprise et dans son écosystème, mais finalement c'est pas ça, c'est vraiment l'impact, on va dire qu'il soit sociétal et économique, qui va être et en conscience, qui va être le déterminant. Très bien. Alors, je vais exceptionnellement prendre une question qui fait un peu transition avec les chiffres que tu viens de dire, puisque Audrey nous demande comment qualifiez-vous le climat économique de cette rentrée et les opportunités de missions proposées, puisque dans les chiffres, on a vu justement les découpages de missions. Est-ce que tu veux compléter, David, et peut-être justement dire comment tu sens justement ce climat économique pour les managers de transition, puisque vous êtes en grande majorité ici présents. Oui, avec plaisir. Ben, on me la pose souvent en ce moment, c'est assez intéressant puisque j'ai régulièrement des entretiens avec des managers en fait, hein, soit qui connaissaient le cabinet et Olivier et ben, avec qui il y a un enjeu de poursuivre et d'amplifier l'activité et la relation, soit avec des clients ou des acteurs finalement qui sont eux-mêmes impactés par la conjoncture et le climat économique, il est un petit peu, j'allais dire morose, en tout cas en attente, hein. Bon, on attend un gouvernement tous, vous le savez, depuis un moment, donc il y a un vrai phénomène d'attente. Les entreprises, avant d'investir, veulent savoir à quelle sauce elles vont être mangées, on va dire, que ce soit fiscalement, que ce soit en termes d'accompagnement, enfin, voilà. Il y a plein de questions qui sont en suspens, donc les investissements sont en suspens. Pour autant, quand l'investissement est en suspens, en fait, un des seuls moyens de recruter, puisqu'il y a beaucoup de gel des embauches dans beaucoup de grands groupes, eh bien, enfin, le management de transition est une solution techniquement pertinente pour les entreprises, pour se doter, on va dire, de ressources clés pour tenir le coup, en fait, dans cette phase de transition, voire pour assumer des projets qui étaient engagés avant la démission, en tout cas la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc on a ce sujet-là, on a aussi un truc dont j'ai discuté, des élections américaines quelque part qui, on le voit pas chez nous, mais qui ont un impact hein, quelque part sur le climat économique chez nous en rebond. Là aussi, il y a de l'attente. Donc, et pour autant, on a des missions, pour autant, on est sollicité en fait toutes les semaines par des clients. Donc, les opportunités sont là. Il y a plus d'acteurs, la concurrence entre acteurs, entre nous, hein, donc entre les EMT, est plus forte. L'international est une des clés de développement aussi ou de maintien de l'activité, puisque les élections françaises impactent moins, on va dire l'Allemagne par exemple, alors que peut-être les élections américaines l'impactent plus. Donc on est sur des sujets où il faut avoir une dimension un petit peu géopolitique et les managers qui font et de l'international, qui sont sur de l'impact, on va dire, et sur des métiers en tension comme ou qui accompagnent la transition, comme les DRH, les DAF, beaucoup quand même, ou les DG d'ailleurs en ce moment, ben, quelque part ont plus de chances que les autres de travailler, ce qui ne veut pas dire que les autres n'auront pas de travail. Mais voilà, il y a une espèce de résilience naturelle, on va dire, sur ces métiers-là dans notre métier. Ben merci David. Alors vous étiez nombreux à poser des questions entre-temps. On va quand même avancer sur le sujet principal puisqu'on était avant tout là aujourd'hui pour parler justement de. Ben voilà, on n'a toujours pas donné la définition. Vous êtes en attente et Stéphanie également s'apprête à intervenir. Donc effectivement le sujet donc comment déployer des projets impact avec le management de transition ou même plus généralement. Et c'est pour ça que quand on avait vu cette étude Xerfi avec David, on s'est dit que c'était un sujet qui pouvait être intéressant et ça tombait bien puisque David et Olivier étaient en relation justement avec Stéphanie, qui est elle-même justement manager de transition et entrepreneuse, je dirais, au sens large du terme, et qui a une forte expérience qu'elle complétera, hein, notamment dans des grands groupes, pour avoir déployé des projets à impact. Donc voilà, Stéphanie, c'est à toi de nous parler de tout ça. Merci à vous deux, Xavier Noël et David. Bonjour à vous tous. Alors effectivement, on m'a demandé de partager avec vous mon regard des différentes expériences que j'ai pu avoir sur ces projets impact. Donc je vais répondre tout de suite à la question qui a été posée. Mais avant, en préliminaire, juste préciser que je vais avoir systématiquement dans ces quelques minutes qu'on va passer ensemble un double regard. Parce que j'ai mené deux gros projets impact, un en tant que salarié, en tant que directrice des ressources humaines d'un grand groupe à l'international, et un deuxième projet impact lors d'une mission de transition. Donc j'ai vraiment les deux regards. N'hésitez pas dans le chat si vous avez à un moment donné des remarques, des questions. J'essaierai de rebondir à chaque fois dessus. Mais l'idée, c'était vraiment de vous partager ce que j'ai pu observer dans les deux casquettes que j'ai pu occuper ces 3 dernières années. Alors un projet impact, pour moi, en l'occurrence, c'est un projet de transformation. Que ce soit, et donc où on attend un impact derrière réel
sur des résultats précis, que ce soit au niveau du management, au niveau de la culture d'entreprise, au niveau de la RSE. On souhaite qu'ils soient impactants. Donc, moi, par exemple, je me suis spécialisée, c'est là où je suis intervenue majoritairement, sur l'impact des cultures d'entreprise. Donc, les deux missions, enfin, en tant que salarié ou en tant que transition, que j'ai exercé, c'était vraiment un souhait de soit des actionnaires, soit des dirigeants généraux, de modifier la culture d'entreprise parce qu'il y avait trop de contraintes que j'évoquerai tout à l'heure. Je précise aussi que les deux étaient des entreprises, des ETI, entreprises de taille intermédiaire internationale. Les deux étaient cotés en bourse. Donc, ça a un impact aussi parce que forcément, on est beaucoup plus suivi. On est beaucoup plus regardé par l'international, par des sièges qui sont aux États-Unis ou autres. Une était plutôt française, l'autre était plutôt anglaise. Donc ça, je le précise aussi. Néanmoins, je constate quand même que depuis 2 ans, les PME alsaciennes notamment, le numérique s'interroge beaucoup aussi, les startups, sur la transformation à impact parce que, encore une fois, le constat que je peux faire, c'est que tout le monde aujourd'hui a cette pression sociale, environnementale, culturelle, de se transformer. Et même les startups qui se sont créées il y a 2-3 ans, qui ont une croissance phénoménale de 40%, elles se remettent en question aujourd'hui parce que, comme les industries qui ont 200 ans, elles se rendent compte qu'elles ont du mal à trouver des talents, qu'elles ont du mal à attirer, à vraiment attirer, à fidéliser, qu'elles ont des difficultés à répondre à certains appels d'offres parce qu'elles sont pas attractives, elles sont pas bankable, elles n'ont pas de politique RSE très claire. Donc clairement, aujourd'hui, ça c'est le constat que je fais depuis 3 ans que je suis à mon compte et que j'accompagne des entreprises qui cherchent à évoluer et à grandir, c'est que elles n'ont plus le choix parce que l'environnement le montre. Et on va de suite du coup démarrer par le premier point que je vous propose. Donc le programme, Xavier Noël, si tu veux bien juste montrer et partager le programme. Je vous propose de voir ensemble pourquoi il faut agir maintenant, pourquoi c'est le bon moment. En deuxième temps, on verra en quoi le manager, il est crucial dans la transition. Et on n'a pas mis le manager de transition parce que c'est tous les managers qui doivent agir dans la transition de la transformation. Et enfin, on terminera par un peu plus d'opérationnel du comment, c'est-à-dire les étapes clés pour déployer justement un projet impact. J'espère que la réponse de qu'est-ce que c'est un projet impact est claire. Sinon, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Donc, retenez juste que voilà, projet impact, c'est on attend une transformation claire, qui est clairement identifiée et qui est aussi partie intégrante de la stratégie de l'entreprise. Un projet impact, c'est pas j'organise un séminaire team building pour qu'il y ait plus de cohésion d'équipe. C'est vraiment quelque chose qui va engager toute l'entreprise sur du long terme et qui vient de la stratégie, qui vient de l'actionnariat ou qui vient tout simplement de l'environnement. Alors pourquoi agir maintenant? Le premier, c'est pourquoi en fait. Pourquoi maintenant? Quels sont les défis? J'observe dans mon quotidien et tout récemment, j'ai mené un recrutement de commercial. Alors, on dit qu'il y a plein de personnes qui cherchent du boulot. On dit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à recruter. Moi, j'ai été confrontée à ça il y a quelques jours et je suis encore dans le processus. Exemple concret, le recrutement. Les premières questions que me posent les candidats, c'est quelles sont les valeurs de l'entreprise? Qu'est-ce que l'entreprise a comme vision? Qu'est-ce que l'entreprise me propose ou comment elle me propose de grandir? On sent, et moi je vois l'évolution depuis 5 ans, les questions sont plus les mêmes. Alors effectivement, on va avoir des questions de salaire, c'est normal, c'est le nerf de la guerre, on travaille pour ça. Par contre, on se retrouve vraiment avec des questions beaucoup plus profondes. J'ai des candidats qui ont une super situation avec un super CDI, un super salaire dans des gros groupes et qui ne se retrouvent pas dans ces grands groupes parce qu'ils me disent
Ben, la vision, en fait, elle est affichée sur les murs. On voit partout les valeurs de l'entreprise. On a des objectifs 2030, 2025. On a des team building, on a des séminaires avec des prises de parole des dirigeants. Mais concrètement, on ne comprend pas où on va. La vision, on la matérialise pas dans la matière, dans les projets du quotidien. Et puis nos managers, finalement, ils savent même pas comment faire avec. Donc ça, c'est vraiment un constat. Aujourd'hui, si vous voulez recruter des talents, parce que souvent, ceux qui ont ces réflexions-là, c'est des pépites pour nous, hein, parce qu'ils ont une capacité d'analyse, ils ont une projection, ils veulent s'investir dans l'entreprise et ils sont souvent engagés aussi. Ça veut dire que clairement, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on a envie de proposer au marché? Donc, il y a vraiment tout un sujet valeur, management aussi. Il y a tout un sujet RSE. Beaucoup de candidats se posent la question. Et puis l'environnement, on parlait d'appel d'offres tout à l'heure. Il y a des fournisseurs aujourd'hui ou certains de vos clients qui peuvent vous demander, mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en matière de RSE? Et ça va être des choix, notamment dans les appels d'offres d'entreprises plutôt qu'une autre. Donc les risques, si on n'intervient pas maintenant, mais ça vous les connaissez, hein. C'est du turnover subi et pas choisi. C'est beaucoup moins d'engagement. Les gens en fait, ils voient que matériellement en fait, ce qui est dit ne se concrétise pas. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'impact réel sur leur quotidien. Donc, pourquoi je vais en faire plus finalement? Il y a du coup une baisse de motivation. Parce que encore une fois, ils voient pas arriver les choses, et donc forcément, la résultante de tout ça, c'est perte des talents, perte de savoir-faire, mauvaise ambiance dans l'équipe, vos concurrents vont piquer les meilleurs. Enfin voilà, les risques que vous connaissez, je vais pas m'attarder là-dessus. Et les bénéfices, pourquoi il faut agir maintenant? Les bénéfices, mais c'est clairement avoir une meilleure marque employeur, attirer les talents, avoir plus d'engagement. On parle tous de ça, hein. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit le secteur d'activité, elles ont des vrais sujets sociaux. Et c'est peut-être aujourd'hui la pierre angulaire de tous les projets impact, de tous les projets de transformation. Et Xavier Noël, si tu peux juste appuyer, s'il te plaît. Et du coup, les bénéfices se retrouveront à la fois en RH. On note aussi, moi je l'ai remarqué, qu'il se matérialise aussi financièrement. Il y a une entreprise qui se situe près de la Suisse, en Alsace, qui investit depuis plus de 6 ans sur la politique RH, sur l'engagement, la motivation. D'ailleurs, quand j'ai posé la question au PDG, quand je lui ai demandé quelle est votre mission à vous en tant que PDG, il m'a répondu, moi, mon seul objectif tous les jours, c'est de veiller au bien-être de mes collaborateurs. Je m'en fous des KPI. Je veux juste que mes collaborateurs se sentent bien, parce que je sais que s'ils se sentent bien, ils vont faire du bon boulot, ils vont rester. Et derrière, quand on regarde les chiffres, il a des indicateurs au vert, il a une forte croissance. Donc, ça montre que ça fonctionne. Et pourtant, c'est une grosse boîte. Moi, j'étais la première à dire que les grosses industries, elles ont du mal à bouger parce que c'est souvent des gros mammouths, mais pourtant ça fonctionne, je le vois sur le terrain. Donc même financièrement, on y gagne à investir maintenant dans une vraie politique RSE ou en tout cas RH, en engageant davantage les collaborateurs et surtout en les mettant au centre de nos préoccupations. Donc voilà pourquoi il est important d'agir maintenant. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir en quoi finalement le manager peut être important, en tout cas crucial dans la transformation et surtout dans la transition, parce que c'est cette période-là qui est vraiment désagréable. C'est la période de changement où on n'a pas encore obtenu les résultats qu'on souhaite, mais on a déjà commencé le changement et cette période-là, elle est souvent très difficile à gérer pour les collaborateurs et notamment les managers. Donc là, au niveau des rôles du manager, le tout premier qu'on peut identifier, c'est son rôle d'inspiration. Un manager aujourd'hui, et c'est encore une fois ce qui est demandé par beaucoup, pas tous à intention, mais par beaucoup de collaborateurs, c'est d'avoir un manager qui a du leadership, qui sait driver ses équipes, qui sait bien sûr les motiver, mais qui sait les emmener quelque part.
quand on dit qu'il sait les emmener quelque part, ça veut forcément dire que le manager doit avoir une vision. Et là, je me permets de faire une parenthèse avec un exemple. Quand on parle de vision, parce que du coup, vous l'avez compris, c'est mon expertise. Donc, j'accompagne beaucoup de dirigeants d'entreprise à affiner leur vision. Quand j'arrive au début de l'accompagnement, souvent ils me disent « Ah oui, oui, mais moi, ma vision, elle est très simple, elle est très claire. Moi, je veux un chiffre d'affaires à 10 millions d'euros, 100 millions d'euros, 200 millions d'euros. » Je dis « Ok, c'est ça votre vision ?»« Ouais, c'est ça ma vision, je veux ce cap-là. » Première question, est-ce que vous pensez que afficher ma vision et de passer un chiffre d'affaires à 100 millions d'euros va inspirer vos équipes? Est-ce que vous pensez que l'opérateur qui est sur sa machine, il va vraiment, lui, être motivé, avoir envie, parce qu'on parle d'envie, hein, il va vraiment avoir envie de se lever tous les matins pour un chiffre d'affaires à 100 millions que lui, techniquement, ne verra jamais. Et c'est là où le manager, il a un rôle. Vous, en tant que manager de transition ou en tant que manager dans une organisation, c'est d'aller chercher la vision le plus proche possible de ce que vous voulez atteindre. On veut pas un chiffre d'affaires de 100 millions. On veut sauver des vies. On veut avoir un impact sur l'écologie. On veut créer une machine du futur qui va révolutionner une pratique ou une technique. Et là, je ne vais pas vous donner tous les exemples que vous connaissez, d'Apple, de Microsoft, on les connaît. Ce sont des gens, des leaders qui ont réussi à changer le monde, à engager leurs collaborateurs parce qu'ils avaient une vision qui est beaucoup plus grande que juste leur petit rôle d'entrepreneur. Et là, j'ai envie de vous demander justement, et c'est la première question, Xavier Noël vous a parlé avant d'interactivité, quelle est selon vous, enfin, d'abord, si tu peux nous afficher la première question, c'est d'ailleurs, est-ce que vous pensez vous-même être un leader inspirant? Est-ce que vous voyez la question? Alors, attendez. Je l'ai sortie du brouillon. Normalement, vous la voyez. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer? Moi, je la vois pas. Ah si, ça y est, c'est bon. Alors, il faut aller dans sondage, je pense. Ouais, il faut aller dans le sondage et ça paraît. Ouais. Pensez-vous être un leader inspirant? On a tous notre définition personnelle de ce que c'est un leader inspirant, mais vous, dans votre propre définition à vous, est-ce que vous pensez inspirer justement, tirer ou en tout cas amener des gens vers vous? Donc ça veut dire qu'il y a une notion de naturel, c'est pas subi, hein, c'est pas forcé. On doit pas tirer les gens justement à nous suivre. C'est qu'ils nous suivent automatiquement et qu'ils nous suivent naturellement. Je sais pas si toi tu vois les réponses. Oui, alors on a pour l'instant donc 54 oui et 6 non. Donc on a 6 personnes modestes et 58 réalistes, ou du moins, on va voir sur les prochaines questions s'ils le sont. En fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse et il n'y a surtout pas de jugement. Pourquoi on vous pose cette question-là? Parce que vous allez voir la deuxième qui va suivre. Mais j'avais envie de vous partager un retour d'expérience. J'ai une dirigeante que j'accompagne en coaching, dirigeante commerciale, qui me dit, il y a 2 semaines, on a eu une séance ensemble, et elle me dit, tu sais, je comprends pas. J'ai des démissions. Elle a 62 personnes dans son équipe. J'ai des démissions. Des fois, je leur demande de faire un peu d'heures sup ou de rester tard le soir. Ils me disent non. Pourtant, je comprends pas. Je fais tout pour eux. Je suis toujours là quand ils ont besoin d'une oreille attentive. J'ai toujours des réponses à leurs questions. Quand ils ont un problème perso, j'essaye de les accompagner, de savoir qu'est-ce qui se passe. Je suis super bienveillante. Je vous fais le raccourci. Au final, j'ai très vite vu qu'elle était dans un management, ce qu'on appelle paternaliste, la maman en fait. Elle essayait d'être leur maman. Et à l'inverse, son collègue, qui était dans une autre unité, qui était directeur commercial aussi, lui était vachement pet sec, autoritaire, et pourtant il avait vachement plus de résultats. Je dis pas qu'il faut être l'un ou l'autre, ou qu'il ne faut pas être l'un ou l'autre. Je dis juste que on peut avoir une vision qui est complètement erronée entre ce qu'on pense bienveillant, ce qu'on pense faire de bienveillant, et son intention à cette dame était très bonne, hein, elle a envie d'aider, mais est-ce que c'est toujours
bienveillant et surtout inspirant, parce qu'au final, elle galère un petit peu plus à atteindre les résultats plutôt que l'autre qui est vachement... Donc, interrogez-vous juste simplement sur comment mon management est perçu par mes équipes, si vous êtes dans ce cas-là, de manière à savoir et à vous orienter pour soit devenir encore un petit peu plus inspirant, ou soit de manière très subjective, ou peut-être même plus objective si vous posez des questions et que vous faites une petite enquête rapide, de savoir comment vous êtes perçu. Et donc là, on va attaquer la deuxième question, pardon. Selon vous, quelles actions concrètes non, tu sais quoi, Xavier Noël, on va attendre un tout petit peu, sauf si tu l'as déjà lancé. Non, tu m'as rattrapé sur la dernière seconde. Ouais, non, en fait, je vois que c'est un peu trop tôt, je vais parler d'autre chose avant. Donc, il y a vraiment ce sujet d'inspiration. Ensuite, pourquoi ce phare? Parce que le manager, c'est ma vision, encore une fois, que je vous partage, c'est comme un phare, c'est un ambassadeur. C'est lui qui est là pour relayer la stratégie sur le terrain, aider le PDG ou le codir à évoluer, à faire remonter les infos, à bien communiquer. Donc, le rôle du manager, c'est aussi d'être ce phare qui illumine, qui apporte de la lumière sur souvent des manques de communication. Et c'est là où il y a, que j'ai observé encore une fois, entre le codir qui prend ses décisions, qui a des fois des super intentions, et puis derrière, on a, selon le niveau de hiérarchie qu'on peut avoir, les personnes qui sont au premier niveau de production. Quand je dis production, c'est pas forcément une usine, hein, ça peut être une start-up qui produit des sites internet. Et ben, il n'y a pas de communication. On ne sait pas ce qui est dit, on ne sait pas ce qui est fait. Le rôle du manager, il est vraiment essentiel parce que c'est lui qui va apporter un éclairage, un regard sur où on va. Si lui ne le sait pas, ne pas hésiter à aller demander à la hiérarchie, au codir. J'ai pas compris, j'ai telle et telle demande sur le terrain. J'ai besoin d'être plus à l'aise et donc de faire ce pont justement pour pouvoir communiquer au mieux sur la transition qui est opérée. Et enfin, le dernier point, pourquoi le manager il est essentiel justement dans la transition, c'est que c'est le manager, c'est le N+1 direct qui va avoir une contribution directe sur la motivation et sur l'engagement. C'est pas le dirigeant. Le dirigeant, il va pouvoir inspirer parce qu'il a des valeurs fortes, il va pouvoir inspirer parce qu'il a un projet qui est puissant, et ça c'est ok. Mais au quotidien, c'est le manager qui va justement décupler la motivation et qui va faire en sorte que tout fonctionne avec une bonne ambiance, une bonne dynamique, des pensées positives, des mots positifs, etc. Et c'est là où le sondage arrive. C'est selon vous, avant que je développe, quelles sont les actions concrètes qui peuvent décupler la motivation et l'engagement immédiatement? Donc là, on est sur du pratico-pratique. Alors, je me rends juste compte, quand on a reprogrammé la question, on a mis en choix unique. En vrai, c'était choix multiple, mais c'est pas grave. Mettez celle qui vous paraît la plus importante parmi les 4 proposées. Donc, dans le sondage, dans l'onglet sondage, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et on a déjà 27 réponses. Tu les vois, Stéphanie, ou je te les commande? Ouais, c'est bon, je les vois. Donc, partager des moments conviviaux, c'est la réponse qui arrive en tête. Alors là aussi, je vais continuer à répondre. Moi, je vais étayer justement mon propos par rapport à ça. On a mené il y a l'année dernière dans une industrie avec une partenaire, on a mené une démarche. On l'a appelée démarche confiance. Parce qu'il y avait des soucis comme je disais tout à l'heure, des gens qui démissionnent, les bons y partent, mauvaise ambiance, les gens se critiquaient entre eux, il n'y avait pas de collaboration, enfin bref. Donc on a fait une enquête qualité de vie au travail, on a fait une enquête sur les besoins en fait qu'avaient les collaborateurs. Et on s'est rendu compte à travers cette enquête qu'il y avait des choses mais très simples, essentielles qui participaient à la motivation. Et j'ai vu les résultats en moins de 3 mois s'opérer. Donc cette enquête-là, je l'ai menée en tant que manager de transition justement.
Et les questions, c'était simplement qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui? Quels sont vos besoins? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui dans votre quotidien pour être motivé? Alors, il y avait ce type de réponse, partager des moments conviviaux, des team building. Baby-foot, c'était la petite joke du sondage parce qu'aujourd'hui, les candidats, ils me disent, quand moi je vois un baby-foot dans une entreprise, j'ai peur, je pars. Parce que ça peut vouloir dire que c'est juste du greenwashing. On met des trucs en place et au final, derrière, pour que ça se voit, pour qu'on ait un article dans le journal, et au final, derrière, il y a rien qui se passe. Ce qui a fonctionné dans les 2 expériences que j'ai vécues et que je vous partage, c'est des trucs hyper simples. Dire bonjour. Encore le mois dernier, il y a alors que ce soit cadre ou opérateur, quel que soit le niveau hiérarchique, hein, on s'en fiche vraiment de savoir où sont les personnes dans l'organisation. Aujourd'hui, il y a des personnes qui disent, vous savez quoi, moi j'ai l'impression d'être un numéro. Donc comme je suis un numéro et qu'on connaît même pas mon prénom, à quoi ça sert que je me démène pour des gens qui ne savent même pas qui je suis? Et donc là, j'ai envie de vous dire tout simplement les choses que j'ai mises en place. Alors avec l'aide du CODIR, hein, tout ça, ça se communique. C'est dire bonjour, aller saluer. Moi, j'allais tous les vendredis matins et il y avait 300 salariés dans l'usine. J'allais tous les vendredis matins dire bonjour à tout le monde. Mes collègues CODIR me disaient, non mais attends, tu te rends compte le temps que tu perds? Je dis ouais, je perds 1h30 tous les vendredis matins, c'est clair. Mais je les gagne parce que j'obtiens tellement d'infos du terrain. En disant bonjour aux gens, déjà, je les valorise, je vois qu'ils sont là, j'apprends leur prénom, ils voient que je fais un effort, mais c'est surtout qu'ils me disent énormément de choses. Ouais, vous savez, il y a ça qui va pas. Et du coup, moi, je les note et puis je règle tout de suite le problème. Et du coup, ce qu'on disait tout à l'heure de les projets impact qui ne se transforment pas, là, les soucis, je les connaissais tout de suite. Prochain CODIR, je les mets sur la table, on règle le problème. Dans la semaine ou dans le mois, c'est réglé, on n'en parle plus. Et grâce à ça, on est passé d'un taux d'engagement de 30% à 70% en moins de 6 mois. Moi, je l'ai fait et j'ai demandé à tous mes collègues managers du CODIR de le faire. Et après, on descendait en cascade tous les managers. On va passer plus rapidement sur le point 3, sinon je n'aurai pas le temps d'évoquer les étapes. Les 3 étapes, donc ça c'est vraiment le concret. Maintenant qu'on a bien mis en lumière les partages d'expériences évoqués, c'est comment on fait concrètement. Alors pourquoi il y a un miroir? C'est parce que, encore une fois, selon moi, et ce qui a fait le succès de mes 2 missions, c'est la clé, c'est de bien se connaître, de bien savoir qui je suis, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je propose comme expertise, comme valeur ajoutée. Ceux qui sont à leur compte, vous connaissez sûrement ces techniques de quels sont mes personas, comment moi je me qualifie, si je fais un pitch, quelle est la transformation que j'apporte à l'entreprise. C'est clairement ça, c'est bien se connaître, de connaître ses valeurs, mais vraiment ses vraies valeurs et pas juste des trucs que vous avez trouvés sur Google, hein, parce que ça on en voit plein, hein, des gens qui disent moi c'est la bienveillance, et au fait au moindre échec de leurs salariés ou de leurs collègues, ils les critiquent ou ils leur disent t'as mal fait, t'aurais dû faire différemment. Ça c'est pas forcément de la bienveillance sur le terrain en fait, c'est de la valeur, moi ce que j'appelle théorique. C'est de connaître son pourquoi. Là aussi, je vais pas aller aller sur le sujet du pourquoi. Si ça vous intéresse, Simon Sinek, c'est le mentor du why. Donc allez regarder, mais sachez pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous êtes sur votre mission là, sur ce métier là. Pourquoi vous voulez transformer sur ce sujet-là et ensuite de partager votre vision. Moi, clairement, quand je viens dans n'importe quelle entreprise, la première chose que je défends, c'est la vision, c'est de changer votre culture d'entreprise pour un monde meilleur, pour plus de bienveillance, pour des salariés engagés. Et rendez acteurs vos salariés dans vos entreprises. Oui, peut-être certains vont partir, mais ceux qui vont rester, ils vont être 100% là avec vous en conscience. Et ça, ma vision, elle est partagée. On l'aime pas, on refuse mon projet, mon devis. On adhère, ça m'ouvre des portes. Donc, partagez votre vision. Et ensuite, pourquoi il y a des rouages? Parce que ça a été une des clés de la réussite, encore une fois, dans mes 2 expériences. C'est s'intégrer dans l'équipe. De faire comme si j'étais une salariée. Je suis pas manager de transition, là. Je suis salariée, je me remonte les manches avec vous. Je vais dans l'usine, je vais dire bonjour aux gens.
Alors ça sous-entend souvent des missions au moins de 3, 4, voire 6 mois, bien sûr. Mais clairement, c'est de s'intéresser aussi aux gens qui travaillent avec vous, d'essayer de les faire grandir aussi, d'être vraiment intégré à part entière dans l'équipe pour pouvoir gagner leur confiance. Et ensuite, pour bien connaître leurs besoins, pour bien connaître ce qu'ils ressentent aussi. Hein. L'entreprise, c'est un lieu avec des gens. Les gens, c'est des émotions. Si on occulte tout ça, on occulte 90% de la transformation. Donc, c'est vraiment s'intégrer à part entière. Et j'ai envie de dire aussi, ne pas avoir la posture du consultant. Aujourd'hui, les entreprises, et c'est pour ça aussi que y a des dirigeants qui veulent pas de manager de transition ou qui veulent même pas de consultants pour du conseil, c'est parce que j'ai entendu, ouais, mais vous, les consultants, vous savez tout. Donc, c'est de sortir de cette notion du consultant qui sait tout pour avoir l'humilité d'oublier tout ce qu'on sait, vraiment oublier tout ce qu'on sait, de voir ce qui se passe sur le terrain et en fonction de ce qui se passe sur le terrain, sortir les outils qu'on peut avoir, les outils des expériences, des partages, des émotions. Et c'est comme ça, finalement, qu'on gagne la confiance des gens. Et ensuite, finalement, les 4 étapes clés concrètes que vous connaissez sûrement, mais en tout cas que moi j'ai mis en pratique et que j'ai hiérarchisé. Et là, c'est vraiment du plus opérationnel que vous allez trouver sur Internet. C'est pas la valeur ajoutée de ce webinaire, mais je voulais quand même que vous ressortiez avec quelque chose. La valeur ajoutée, c'est tout ce qui a été dit avant. C'est comment vous incarnez qui vous êtes. Comment vous vous mélangez à la masse. Quand je dis masse, c'est pas péjoratif, c'est à l'environnement. Comment est-ce que vous faites partie de cet environnement pour pouvoir inspirer, pour pouvoir amener les gens à vous suivre naturellement. Donc ça, c'est vraiment la valeur ajoutée. Donc dans les étapes clés du projet Impact, donc de transformation, il y a bien sûr les besoins. Ça, souvent, c'est une étape qu'on oublie, c'est détecter les besoins. Et moi, je parle même d'ailleurs toujours de besoins cachés. Hier encore, j'étais en formation avec des dirigeants et ils me disaient « Non, mais moi, je réponds à leurs besoins. Ils me demandent une augmentation, je leur donne. Ils veulent une prime parce qu'ils viennent en vélo, je leur donne. Au final, ils la réclament même pas. Ils me donnent pas les justificatifs pour les avoir. Mais oui, mais c'est pas ça le besoin en fait. C'est quoi le besoin derrière? Est-ce que tu t'es intéressé à ce que ton salarié voulait vraiment? Elle me dit bah non, mais moi il m'a dit je veux une prime parce que ceux qui prennent le bus ils ont la prime machin. Je dis ok, donc c'est un sujet d'équité. C'est un sentiment d'injustice qui te fait remonter. Donc dans la case chercher les besoins. N'attendez pas juste ce qu'on vous donne comme info. Souvent, on vous ment, on vous donne la mauvaise info, que ce soit vos clients ou vos collègues. On vous donne la mauvaise info. Allez chercher le besoin caché derrière. La deuxième étape, c'est de planifier. Ça, vous avez sûrement l'habitude de le faire. Planifier pour engager vos collaborateurs. Voilà, ça c'est la vision, ça c'est le projet de transformation. On va faire ça dans les 6 prochains mois, dans les 12 prochains mois. Donc voilà ce qu'on va mettre en place, avec qui, etc. La troisième étape, c'est la mise en œuvre avec bienveillance. Et là, je vous rappelle la casquette du consultant qui sait tout. Et ça, moi, je l'ai vu en tant que salarié, en tant que DRH, parce que je faisais appel à des managers de transition. Et ce que j'ai pu voir, c'est que les managers de transition, ils venaient, ils faisaient leur job parfaitement bien. Mais derrière, ils en avaient rien à foutre de comment étaient pris par les salariés. Parce qu'ils savaient très bien qu'ils partaient 6 mois après. Et c'est là où on peut avoir plus d'impact, on peut avoir beaucoup plus de respect et surtout de reconnaissance de l'entreprise parce que on va avoir de la bienveillance. On va mettre de côté cette étiquette, on va vouloir fédérer et peut-être même apporter un petit peu plus. Moi, ce que j'apporte plus, c'est mon éclairage de coach, de DRH. J'essaye de faire grandir les gens avec moi parce que je pars du principe que chaque projet me fait grandir, donc j'aime bien faire grandir les gens avec moi. Et ça fonctionne bien. En tout cas, ça a bien fonctionné pour moi. Parce que c'est mon trait naturel. C'est ma vision. Vous trouvez votre vision et vous allez trouver votre expertise, ce que j'appelle la zone d'excellence. Et ensuite, ça va forcément avoir des résultats positifs. Et ensuite, la dernière étape, c'est d'évaluer. Là aussi, parce qu'on a besoin d'évaluer notre mission, le dirigeant il a besoin d'évaluer ou de montrer comment ça a fonctionné, c'est de fixer des KPI, tout simplement de
de penser à valider et à évaluer sur des KPI, des indicateurs précis, marketing, commercial, social, RH, engagement, marque employeur, ce que vous voulez. Mais en tout cas, ayez des éléments de mesure. Et ça, je l'ai fait aussi avec des enquêtes régulières pour pouvoir montrer l'évolution de votre impact. Voilà pour les 4 clés. Et on termine sur, finalement, en résumé, tout part de vous. Tout part de votre capacité à incarner et du coup, à fédérer. Et donc, si vous le faites, naturellement, les gens qui vous entourent vont le faire aussi naturellement. Donc, bon, peut-être que c'est une situation que vous connaissez, mais en tout cas, moi, je l'aime bien et je trouve qu'elle était plutôt adaptée. C'est si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et des femmes pour leur donner des ordres, leur dire quoi faire. C'est vraiment pour faire naître dans le cœur des hommes et des femmes que tu choisis le désir de voir la mer. Voilà. Et peut-être la dernière slide pour en savoir davantage. Donc là, on a une session de questions-réponses, il me semble, Xavier Noël. Mais si, parce qu'on n'a pas tout dit, là, je me suis vraiment restée focus sur mon métier de DRH et de manager de transition. Je suis aussi conférencière et j'interviens dans les entreprises. Donc si vous avez envie de faire passer ces messages de manière plus large, sachez que je suis conférencière de métier. J'interviens dans les entreprises pour, notamment avec ma conférence, et si le travail devenait un lieu ou un espace d'épanouissement pour vos collaborateurs. Et puis le livre, Le secret est à l'intérieur, si vous avez envie de me découvrir davantage. Et maintenant, je vais regarder le chat et les questions. Juste rapidement, tu voulais faire le dernier sondage ou on... C'était quoi le dernier sondage? On en a loupé un? On avait loupé un petit sondage qui était en quoi êtes-vous inspirant? Ça peut être une manière de voir si vous avez suivi ce qu'a dit Stéphanie. Allez, on le met, on vous laisse rapidement répondre. Et en même temps, on va alors je l'ai mis en obligatoire pour être sûr que tout le monde le voit. Mais voilà, vous avez plusieurs options. Voilà, et ça sera une manière un peu de conclure. De clore. Voilà. Ouais. Avant de passer, alors pendant que les gens répondent, je vais aussi faire et avant de passer aux questions-réponses et de conclure, vous parlez aussi de nos prochaines dates de webinaires, alors sur les autres métiers de Proevolution, mais qui peuvent aussi vous intéresser en tant que manager, puisque le 10 octobre, on sera en compagnie de Michel, donc notre spécialiste de l'accompagnement des carrières et formation des managers, qui vous parlera de slow management. Il en a déjà parlé, mais il souhaitait approfondir parce qu'il y avait eu beaucoup de questions lors du dernier webinaire sur ce sujet. Et on n'a pas encore choisi la thématique, mais vous pouvez déjà noter la date, le 7 novembre à 17h également, sur le recrutement. Alors on hésite encore entre l'IA ou d'autres sujets qui pourraient être liés à la marque employeur, mais en tout cas, voilà, restez connectés à nos réseaux sociaux. Voilà, en tout cas, on voit le sondage que, en grande majorité, beaucoup ont répondu, donc partager sa vision, donc effectivement ce qu'expliquait Stéphanie, et merci beaucoup pour cette intervention très inspirante, je pense qu'on peut le dire, et on espère que vous aussi vous avez été sensibilisés, que vous vous connaissez mieux, ou du moins que vous allez pouvoir avoir cette introspection de manager qui vous permettra justement de véhiculer vos valeurs, de les partager et donc de lancer ces projets à impact. Alors, je vais prendre les questions dans l'ordre où elles ont été posées. Vous pouvez bien sûr encore en rajouter dans l'onglet questions. Alors là, c'était une question qui était donc plus sur le management de transition en général, donc de Marc Valayer, qui demandait pourquoi aussi peu de missions à impact sur les sujets commerce et ou marketing. Alors, ça rejoint peut-être aussi un peu la définition. Est-ce qu'on peut parler de sujets à impact est-ce que le commerce et le marketing sont dans des missions impact ou est-ce que justement on peut utiliser ces solutions dans des projets à impact? Je peux tenter une contribution? Vas-y, David. Je voyais la question tout à l'heure en fait et je me disais, je me posais la question en fait, effectivement moi aussi et alors il y a un angle. Le marketing en fait, on intègre l'impact on va dire, du produit finalement quel qu'il soit ou de la solution dans la dimension éco-conception, quand on a fait un peu de développement durable. Un objet éco-conçu en fait génère moins de déchets, génère moins d'énergie pour être produit, moins d'eau, enfin voilà. Et tout ça finalement les entreprises l'intègrent au fil de l'eau on va dire. Il peut y avoir besoin de managers de transition pour, experts de ce type de marketing on va dire, pour avoir un impact sur, la dimension market, produit, offre.
Ensuite, si quand même sur la dimension marché, stratégie marketing aussi. Typiquement les banques qui se retirent des investissements liés à la production de pétrole ou à l'utilisation de pétrole, par exemple. Donc il y a bien des choses qui se font, mais malgré tout, on en voit peu dans notre périmètre en tout cas. Donc si certains d'entre vous d'ailleurs ont été sollicités ou ont vu des missions de ce type en transition, ça nous intéresse aussi parce que je l'ai pas vu. Sur le commerce, alors il va y avoir l'impact sociétal, c'est-à-dire comment préserver ses ressources, parce qu'il y a beaucoup de turnover dans les équipes commerciales. Là aussi, alors de mon point de vue, hein, mais là encore c'est mon filtre de ce que j'en vois, j'ai vu plus de managers commerciaux, de directeurs commerciaux, on va dire, plutôt en temps partagé qu'en transition, sur l'accompagnement de PME notamment et d'équipes de vente opérationnelles. Sur la stratégie commerciale, il peut y avoir du recours plutôt à des consultants, j'allais dire. Là encore, les directeurs commerciaux, j'en vois peu dans mon environnement, on va dire, sur des missions de management de transition. Mais là aussi, ça m'intéresse. Si certains d'entre vous, en fait, ont été en prise sur des missions, en fait, n'hésitez pas à me le partager, on va dire. Par ailleurs, hein, vous savez me trouver, vous avez tous accès à mon contact par différents canaux. Et si vous ne l'avez pas, eh ben, on peut vous partager mon adresse mail dans le chat, Xavier Noël, sans problème. Ça m'intéresse en tout cas. Voilà. Je peux peut-être juste apporter un témoignage par rapport à la mission de transition. Celle que j'ai faite et que je vous ai évoquée dans le webinaire, c'était à la base une transition, comment t'appelles ça, David, de suivi, enfin de remplacement. Relais. Je remplaçais une Relais, relais. DRH en fait. Relais, voilà, merci. Le but n'était pas de transformer l'entreprise au contrat de départ. C'est en fait en faisant l'enquête, en se rendant compte que y avait des dysfonctionnements, que j'ai proposé, j'ai impulsé avec les partenaires avec qui je travaille la démarche. Mais c'était à la base sur le contrat que du relais. Donc ça veut dire aussi que c'est en fonction de notre vision, encore une fois, parce que si on n'avait pas mis en exergue cette vision-là, ben, j'aurais fait simplement du relais. Hein. Mmh. Ça marche. On va reprendre, il y a encore quelques questions et pas beaucoup de temps. Laurence Varlot qui nous demandait qui définit qu'une mission est d'un type, donc relais, transformation, retournement, et contexte, projet, carve-out, PMI, et la fonction DSI, DG, DAF. Peut-être une question un peu plus pour David, je pense. Ouais, je vais le tenter, mais n'hésitez pas à compléter. C'est vraiment le fruit d'une discussion en général entre le client, la vision qu'a le client, son expérience aussi, ou l'expérience des différents membres du CODIR d'un client, qui ont déjà connu, qui ont déjà pratiqué, comme un peu nous tous, hein, des missions de ce type-là ailleurs, et finalement ils se disent, ben, dans le cas actuel, voilà un petit peu en fait. Alors quand c'est le relais, là, Stéphanie en a parlé, c'est juste ben, une mission temporaire entre un manager qui part ou qui est déjà parti et son successeur titulaire. Donc là, c'est assez clair en général et depuis le début, hein, et après ça peut dériver vers d'autres choses, mais la plupart du temps, quand c'est un relais, on le sait dès le départ. Transfo, c'est un terme tellement vaste, transfo Mm. digital, transfo culturel, transfo managérial. Enfin, il y a tellement de transfo est tellement vaste et complexe que ça peut être finalement en fonction de ce que l'on perçoit de la complexité du sujet, ça peut être plutôt un RH, plutôt un DAF, plutôt un DG, plutôt un directeur de projet, plutôt un directeur qualité, plutôt un DSI ou un profil IT. Ça, c'est vraiment lié en fait au contexte spécifique, à ce qu'on ressent comme point de douleur dans l'entreprise. Par quoi on va commencer, de quelle expertise on a besoin d'abord, sachant que j'ai rencontré aussi dans la communauté en fait tout type de profil, tout membre du CODIR en fait, qui ont et qui proposent en fait de l'accompagnement de la transfo. Donc il n'y a pas une expertise en particulier, c'est vraiment lié à un fit entre le besoin saillant de l'entreprise et les managers qu'on va trouver, on va dire, en réponse immédiate. Retournement, là aussi on le sait dès le départ, c'est comme le relais, c'est une entreprise qui va mal, qui doit se retourner. C'est une décision au top niveau de l'entreprise et c'est plutôt du boulot de financier en général, en tout cas le point de départ est souvent très financier, hein, voilà. Les contextes, ben, carve out, c'est l'actionnariat qui le décide, hein, clairement. Donc, on a voilà, là, il y a peu de doute. Quand c'est un projet, c'est souvent validé par, un DG ou un CA, on va dire. Il est décidé, on n'a pas la ressource, on fait appel à un manager, de transition sur du pilotage de projet. PMI, je suis pas sûr de comprendre, mais, voilà, enfin le contexte. Et la fonction, bah, j'en ai parlé. Voilà. Merci. Je vais un peu plus rapidement. On revient sur le sujet central de ce webinaire. Donc Bertrand qui nous demandait est-ce que le calendrier de mise en place de la CSRD, qui est différent selon le statut et la taille d'entreprise, ne va pas accélérer à la fois la gouvernance et la stratégie RSE impact climat, mais aussi le changement culturel RSE au sein des entreprises? Je pense que Stéphanie, c'est une question pour toi.
Oui, mais clairement, de toute façon, c'était dans l'urgence d'agir en fait. Dans tous les cas, l'environnement nous pousse, et quand je dis environnement, c'est tout l'environnement économique, politique. Donc oui, effectivement. Après, la question que j'ai envie de vous répondre en réponse, c'est est-ce que vous voulez être obligé jusqu'à la dernière minute de le faire, ou est-ce que vous voulez prendre le temps d'impulser avec envie ou alors ouais de subir en fait. C'est exactement comme en 2015 la loi Sapin qui nous imposait la fameuse raison d'être des entreprises. Ben, il y a des gens qui ont fait une raison d'être, qui l'ont pondue, qui ont payé des consultants pour écrire 15 belles lignes sur leur statut, et au final on n'en sait toujours rien aujourd'hui. Ça sert à rien. Ok, la boîte elle est dans les règles, mais concrètement il n'y a pas d'impact. Donc oui, ça va nous obliger, mais comme toute obligation, ça sera pas incarné. Donc pour moi, c'est pas de l'impact incarné. Alors, il est 10 heures, je propose qu'on prenne les dernières questions quand même, comme ça, si jamais vous devez partir, vous pourrez les voir en replay. On a donc Jean-Luc Rossignol qui nous demande, donc le MT va devoir intégrer de plus en plus la notion d'impact RSE et développement durable, donc obligation légale notamment. Est-ce que vous recommandez de se former, et si oui, quelle formation pour les managers par exemple? Alors, est-ce que l'un de vous deux veut répondre? Moi, j'ai une réponse d'office directe que je dis toujours, mais si David, tu veux. Vas-y. Alors moi, je pense à titre perso, et je le fais pour moi, qu'il faut toujours se former. Qu'on soit manager de transition, dirigeant, salarié, peu importe, même retraité, la formation, c'est ce qui vous fait grandir et c'est ce qui apporte une valeur ajoutée à qui vous êtes. Donc si vous restez, et ça on le voit, enfin je le vois, je vais pas dire on, mais chez certains consultants qui ont appris une technique ou qui maîtrisent un truc d'il y a 15 ans, ils le maîtrisent toujours bien, mais ils se sont plus formés depuis et du coup, bah, ils sont plus, bah, logiquement, ils sont has-been en fait, hein, tout simplement. Ils sont plus dans le coup. Donc moi, oui, je vous dirais, formez-vous, quel que soit le domaine qui vous intéresse. RSE, bien sûr, mais si ça vous intéresse pas, ça sert à rien. Trouvez vos talents, vos zones d'expertise, vos zones d'excellence, là où vous avez envie d'avoir un impact. Et en fonction de ça, bah ouais, vous devez être le meilleur. Donc oui, formation. Je compléterai formation et information. En fait, il y a les deux. S'informer, en fait, faire de la veille. C'est Paolo, tout à l'heure dans le chat qui nous interpellait sur les différents référentiels, on va dire les différents acronymes. Mais en fait, tous ces référentiels ont des histoires, en fait, et ils arrivent de différents horizons. Et quelque part, quand on est en veille permanente, on sait d'où ça vient, on sait comment ça s'interconnecte. Là, c'est CSRD. Si vous ne vous êtes pas encore renseigné, informé, alors qu'il y a plein de propositions, notamment des gros cabinets en fait d'audit et de conseil sur le sujet, parce qu'ils vont faire du business avec ça, hein, clairement. Mais ils font de l'information publique parce qu'ils veulent en retirer quelque chose. N'hésitez pas à y aller, informez-vous parce que la CSRD va arriver dans les entreprises dans les 3-5 ans, partout. C'est une directive européenne et elle intègre les concepts de développement durable qui ont plus de 40 ans quand même, et elle va les imposer aux entreprises de toute taille dans les 10 ans qui viennent. Donc informez-vous. Si vous avez l'intention de travailler en tant que manager ou top manager dans les 10 ans qui viennent, ce qui est le cas pour la plupart d'entre nous quand même, ou au moins 5 ans, informez-vous, ce ne sera pas du luxe et formez-vous. Je rejoins complètement Stéphanie. Ouais, et puis c'est une question aussi de crédibilité. Moi, je me souviens parce que j'étais avec un autre consultant RH, on était deux, on était intervenus dans une entreprise. Et puis l'autre consultant, alors qui était un peu plus âgé, et c'est pas le sujet de l'âge, hein, il avait une super expérience, beaucoup plus profonde que la mienne, en tout cas beaucoup plus longue. Mais il parle de CHSCT. Et du coup, bah le dirigeant il fait, mais on dit pas CSSCT maintenant? Et du coup, bah, la personne, elle avait plus de crédibilité parce que ils ont inconsciemment, alors ça c'est un biais cognitif, ils se sont dit bon bah il est plus dans le coup. Alors que peut-être il avait largement plus d'expérience, d'expertise ou d'autres choses. Mais c'est des petites choses comme ça qui font que oui, il faut rester en veille permanente. Et pour compléter, avant de passer à la question suivante et un peu d'autopromotion, on propose aussi des formations manager, alors pas forcément spécifiquement sur le côté RSE, développement durable, mais en tout cas sur incarner, être un manager bienveillant, être un manager inspirant. Donc là aussi, les équipes de Michel pourront vous aider là-dessus. Prochaine question de Audrey. Quels prérequis professionnels, expérience, soft et hard skills pour se positionner sur un projet à impact? Alors, je ne sais pas si Stéphanie, tu veux parler peut-être de ton background à toi ou peut-être d'autres gens qui ont pu piloter des projets à impact. C'est quoi les prérequis? Alors pour moi, le prérequis, c'est l'expertise et la légitimité. C'est-à-dire que peu importe le projet impact, et on en revient toujours à votre zone d'excellence, c'est en quoi vous êtes excellent, dans quel domaine vous êtes excellent et comment vous pouvez le prouver.
Moi, aujourd'hui, j'ai des missions de transition qui sont venues naturellement parce qu'ils ont connu mon passé de DRH. Ils savaient que j'avais mené des missions de transformation de culture d'entreprise. Et du coup, bah forcément, j'ai même pas besoin de me vendre, en fait. C'est de la légitimité. Et c'est là où bah, trouver votre, je sais pas si je réponds clairement à la question, mais trouver votre zone d'excellence et ensuite associer la légitimité qui va confirmer votre zone d'excellence. Ça marche. Merci. Prochaine question. Donc, c'était Claire qui nous demandait projet de transformation à partir de quel type de diagnostic? RH, financier, autre? Ouais. Alors là, je sais pas si tu veux répondre, Non, non, David? vas-y, je compléterai si. Ok. Alors quel type? En général, on décide pas de se transformer comme ça. Alors c'est rarement d'ailleurs les actionnaires, parce que les actionnaires, en tout cas ceux que j'ai connus, ils veulent pas trop se transformer. Le mot transformation d'ailleurs, il fait peur. Par contre, c'est quand on va avoir bah, soit des carnets de commandes en baisse, mais moi ce que j'ai plus vu, mais ça c'est lié à mon passif de DRH, c'est bah, galère de recrutement, galère de démission, de turnover. Et c'est là où on va commencer à faire plein de petites choses. Donc, on va travailler sur la marque employeur, on va faire des formations managers, on va faire du coaching, on va faire ci, on va faire ça. Et au bout d'un temps, plus ou moins long pour certaines boîtes, on va se dire, bah, on a fait tout ça, mais ça marche pas. Et c'est généralement là, moi, que j'arrive, quand tout a été fait, et là où je leur suggère, je leur dis, oui, mais est-ce que c'est incarné? Et là, bah, c'est quoi l'incarnation? Bah, est-ce que vous dites ce que vous faites? Est-ce que vous faites ce que vous dites? Quelles sont vos valeurs? Voilà, tout ce qu'on a vu tout ce matin. Et c'est là où finalement, on va se dire, ah ouais, ok. Donc, si je veux des résultats à long terme, il faut que je change plein de choses. L'organisation, souvent, ça passe aussi par de l'organigramme, sur les modes de management. Et ensuite, progressivement, on change un peu toute la structure. Mais j'ai envie de dire, c'est clairement un mindset avant tout qu'il faut changer. C'est pour ça que je parle de culture d'entreprise. Ouais, je me permets le complément, mais effectivement, merci beaucoup Stéphanie, parce que c'est exactement ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est le changement ou le projet impact peut venir de n'importe quel, compartiment, j'allais dire du CODIR, en fonction de ce qu'on a détecté. Mais finalement, la somme de toutes les actions qu'on a fait dans une entreprise ne fait pas système, ne change pas l'ADN de l'entreprise, et ne permet pas la vraie transformation, on va dire, qui va embarquer les gens. Et donc là, il y a tout ce qui est lié, en fait, à donner du sens, la quête de sens, en fait, des collaborateurs, mais aussi des managers, et même aussi parfois des clients, en fait, hein, on va dire, on choisit un fournisseur ou un produit parce que on s'y retrouve. Et quelque part, c'est dommage, mais c'est souvent comme ça. C'est cette prise de conscience-là arrive souvent à la fin, quand on a déjà fait beaucoup de choses parce qu'il y avait des contraintes légales, réglementaires ou de marché. Et on se dit à la fin, ben, ça marche pas. Et là, il y a quelqu'un comme Stéphanie ou comme vous qui arrive et qui dit je suis capable de transformer ça, mais ça va prendre 2 ans, 3 ans, parce que le changement de culture d'une entreprise, c'est à cette échelle-là. Ouais. Et c'est souvent à la fin qu'on l'envisage. Ça coûte cher, mais c'est un mal nécessaire et c'est souvent vécu d'ailleurs comme ça par, les donneurs d'ordre. Enfin, en tout cas de mon côté, ce que j'ai vu, c'est que c'est jamais de gaieté de cœur parce que ça va coûter cher, on n'en voit pas le bénéfice immédiat et souvent, tu as raison, tout en haut, on n'en veut pas du changement. C'est que si on pouvait s'en Mm. passer, on s'en passerait. C'est ça. Et en parlant d'incarnation, j'ai quelques dirigeants qui me disent, moi je veux changer parce qu'aujourd'hui je suis obligée, bah, par exemple, mettre en place une politique RSE parce que les appels d'offres le demandent tous et je suis recalée. Donc je suis C'est obligée de ça. le faire. J'ai dit, mais bah, travaille pas avec moi en fait, parce que Ouais. moi je vais pas t'obliger à le faire. Moi je vais de te demander d'incarner des choses. Mmh. Et si t'es pas prêt à le faire aujourd'hui, je suis pas la bonne personne. Alors au final, bon, il a compris qu'il devait bouger lui. C'est long, ça met du temps, mais dans tous les cas, ce que j'ai pu observer, c'est que si vous n'incarnez pas profondément en vous qu'il y a un besoin et que vous changez pas votre mindset individuellement, bah derrière, investissement nul, rentabilité zéro, ROI. Mm. Et Et alors d'où le management de l'opportunité. transition, ouais, Exactement, bah, pour, voilà, merci Xavier. Ouais, c'est j'allais dire l'opportunité pour vous, pour nous, managers de transition, c'est effectivement, d'incarner, d'être capable d'incarner ça sur la durée, en tout cas sur des temps courts, mais plutôt longs quand même, en fait, pour ces entreprises qui ne savent pas le faire, qui n'ont pas les profils, les ADN, les personnalités, en fait, qui vont être capables de le faire en sincérité, en technicité, en expertise, on va dire et en conviction aussi, en fait, parce qu'il faut avoir la conviction pour le DG, pour le CA, mais aussi pour le CODIR, pour le management intermédiaire, pour les collaborateurs. Il y a une vraie, en fait, un vrai besoin, en fait, d'être, d'incarner, hein, c'est le bon terme. Merci Stéphanie. et juste pour terminer sur la base de la question, hein, d'où ça peut venir, nous, on est aussi amené à faire des audits marque employeur où on va pouvoir effectivement constater que d'un point de vue candidat, hein, et voire même d'un point de vue salarié, il n'y a pas justement ce message chez Valeur.
et que il serait peut-être temps aujourd'hui, en tout cas sur ces populations visées, de faire des projets impact pour les incarner. Donc voilà, ça peut venir effectivement d'un audit marque employeur. Voilà. Et donc dernière question, et on voulait parce qu'on est quand même en grand dépassement. Donc Sandra qui nous demande et la R&D et ingénierie ne demandent pas de management de transition. On ne voit pas de demande dans ce sens. Pourquoi? Comment en trouver? Donc là, pour le coup, on sort du sujet, mais ça reste une question intéressante, je pense, pour David. Je ne sais pas si tu as les éléments de réponse en ta possession ou du moins une intuition. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, est-ce qu'il n'y a pas de demande de MT en R&D ingénierie? Il y en a, mais effectivement pas beaucoup. C'est plutôt des directeurs de bureaux méthodes, de bureaux d'ingénierie. On peut en avoir de temps en temps, mais plutôt des directeurs techniques, qu'on va avoir effectivement dans l'industrie, assez peu. Pourquoi? En fait, c'est peut-être lié à un besoin d'imprégnation culturelle, j'allais dire, hein. La R&D, c'est lié à une histoire de l'entreprise, mais ce que je vous dis est pas forcément une vérité puisque finalement, manager de transition est capable de s'adapter. Il amène lui-même, ce qu'il a vécu, donc son expérience, ses expériences dans l'entreprise pour polliniser, non, on voit plutôt du consultant indépendant sur ces métiers-là, effectivement, sur de l'animation de workshop, en entreprise. Je saurais pas dire pourquoi, très sincèrement, mais ça m'intéresse de savoir aussi. Mmh. Et du coup, il y a une question qui s'est rajoutée, la même question que Sandra, mais sur la logistique. Donc je ne sais pas si tu veux compléter sur l'aspect plus logistique ou est-ce que c'est un peu la même chose? Non, là, il y a de la demande, hein, sur des directeurs, supply chain, logistique. Il y en a. D'ailleurs, Audrey, qui a témoigné tout à l'heure, est une MT, une manager de transition, expert de la logistique, hein, Audrey Faria-Laforge, que je salue d'ailleurs. Salut Audrey. Non, non, il y a de la mission. Alors, il y en a eu plus, dans notre cabinet, plus en 2022, ce qui me disait Olivier, Gros, il y a quelque temps. Moins en ce moment. Là, c'est cyclique et c'est des cycles qu'on ne maîtrise pas, mais non, il y a bien de la mission sur, tout ce qui est lié à supply chain. Super, bah merci, on est en overtime comme on dit, mais vous êtes malgré tout restés très nombreux. Donc bah, déjà, je voulais remercier avant tout Stéphanie pour son témoignage inspirant et on a retenu un mot, hein, je l'ai vu dans le chat, hein, incarnation, et je pense que ça pourra C'est peut-être chouette. être celui qui résumera ce webinaire. Tu voulais encore conclure de ton côté, Stéphanie, ou c'est bon, Non, on a tout dit. moi, moi, je serais ravie de continuer d'échanger sur LinkedIn ou sur toutes les plateformes qui nous permettent d'être en lien et de se rencontrer peut-être un jour en vrai. Bah, avec Et grand merci à vous plaisir. deux. Merci à tous, voilà, d'être fidèles à la communauté. Voilà, pour ceux qui rejoignent, n'hésitez pas bien sûr à vous inscrire, hein. On va quitter le webinaire, faire un lien vers notre site. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouveaux contenus. On vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne rentrée et à bientôt. À bientôt. À bientôt.